Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision, et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Sahel, l'espionnage français au Mali, l'ONU dans les taux du double jeu, c'est notre grande interrogation. Sahel, l'espionnage français au Mali, l'ONU dans les taux du double jeu, nous nous interrogeons. Le Premier ministre par intérim du côté du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, demande officiellement l'implication personnelle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, auprès du Conseil de sécurité, afin que la plainte de son pays contre la France aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée au Mali. S'exprimant samedi à la tribune de l'ONU à l'occasion du débat général de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdoulaye Maïga avait également fustigé à cette occasion ce qu'il a qualifié d'obscurantisme de la jeune française, nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternaliste et revancharde. Le chef du gouvernement de transition au Mali avait indiqué que Bamako dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de la déstabilisation. Abdoulaye Maïga avait estimé que son pays a été poignardé dans le dos par les autorités françaises à la suite de la décision unilatérale de Paris de retirer la force Barkhane du Mali. On s'en souvient très bien. Et le dirigeant malien d'affirmer les autorités françaises profondément anti-françaises pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme, terme d'ailleurs qui a fait le tour du monde. Obscurantisme de la jeune française, nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et surtout de l'Union économique et monétaire ouest-africaine contre le Mali, avait-il précisé. Le haut responsable malien a expliqué que l'obscurantisme de la jeune française s'est rendu coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens enfants d'une même famille. Il a rappelé également que cet obscurantisme de la jeune française, c'est celui-là même qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des avionneurs et surtout des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une cinquantaine de fois en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Après plus de 10 ans d'insécurité ayant fait des milliers de morts, autant de réfugiés, de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois en procédant à la fermeture des frontières et laisse des comptes financiers du Mali justement au vide et la saisie des comptes financiers du Mali? S'était-il interrogé? Et eu égard à la gravité des faits commis par la jeune française, poursuivait d'ailleurs le colonel Maïga, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, avait donc demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion aura pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien sans autorisation des autorités maliennes et parfois en falsifiant des documents de vol. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la jeune française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent, a expliqué le colonel Maïga, qui a demandé l'implication personnelle du secrétaire général
des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, auprès du Conseil de sécurité pour faire aboutir la plainte de son pays contre la France. Mais depuis là, mesdames, messieurs, mutisme total du côté des Nations Unies. Voilà pourquoi nous nous interrogeons nous aussi. Sahel, espionnage français au Mali, l'ONU dans l'étau du double jeu. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, directeur de publication du journal Le Cactus et journaliste d'investigation. On l'a surnommé le propriétaire de tous les dossiers. Il est avec nous ce matin. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, mon cher Steve Longos. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Je parle des téléspectateurs et téléspectatrices de Panafricanist TV. Cette chaîne qui n'est pas encore dans le ménage, mais qui existe bel et bien, et peut-être dans les jours à venir, si Dieu le veut, il sera visible dans le ménage. Je les salue pour leurs encouragements, quelquefois pour leurs contributions intellectuelles. Je salue, n'est-ce pas vous techniciens, je salue les combattants, je veux dire les combattants, les faits de combat de cette tribune, que je ne pourrais pas véritablement tout citer parce qu'ils sont très nombreux, ici et en dehors. Comme à mon habitude, avant mon coup de gueule, je voudrais également saluer, in fine, les organisateurs du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui ont eu l'ingénieuse idée de convoquer et de convier à cette affaire qui ne concerne que les Africains en principe, les locodermes qui sont des mercenaires, les ennemis de l'Afrique. Ils ont mon salut, n'est-ce pas, de combattants ce matin. Quand je l'ai dit, je vais commencer par un coup de gueule comme mon habitude. Et je vais citer quelqu'un dont je veux donner l'identité, et je le cite. Votre prospérité et votre richesse proviennent du vol, de maisons, d'usines et d'actifs polonais. Vos grands-pères sont les responsables des crimes de cette époque. Dixi, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui s'adresse justement au chancelier allemand, au gouvernement allemand, dans la réclamation en réparation de 1300 milliards d'euros, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque les Africains, je veux dire une partie de l'opinion publique africaine, décident justement de mettre sur la table les crimes de la colonisation, les crimes de la traite négrière commis sur le sol africain par à la fois la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et les autres, ces leaders d'opinion sont qualifiés de révisionnistes. Voilà donc un fait. Je pense qu'il est important désormais que nous puissions sortir des placards ces fameux dossiers historiques. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut rien proposer aux Africains en dehors, pour l'instant, en tout cas dans le contexte actuel. S'il y a une chose qui doit être proposée aux Africains, c'est d'abord et surtout le contentieux historique relatif à tous ces crimes que je viens de convoquer. Merci pour l'invitation. Et quand on parle justement de ceux qui parlent de révisionnisme, Albert Anatole ici, nous savons que ce sont justement des France-Africains. Et revenons justement à ce sujet qui nous intéresse, ça est l'espionnage français au Mali, l'ONU dans l'étau du double jeu. Qu'attend l'ONU pour organiser une réunion justement pour parler de cette affaire et bien sûr de cette plainte déposée par les autorités maliennes au Conseil de sécurité des Nations Unies pour parler justement des accusations et surtout apporter des preuves de ce qu'ils disent? Je pense qu'il s'agit d'une affaire qui date de plus de 2 mois déjà, que le chef de la diplomatie de la transition malienne à la personne de son Excellence Abdoulaye Diop a justement, dans le contexte du démantèlement de Barkhane et alliés du territoire malien, paraît à continuer à espionner les Maliens, l'État malien, les forces armées maliennes dans leur déploiement sur le front anti-djihadiste ou anti-terroriste. Avant le démantèlement définitif et total que vous connaissez dans le contexte, dans les circonstances que vous connaissez, déjà le gouvernement malien s'offusquait de ce que des avions fantômes décollant de la Côte d'Ivoire voisine violaient l'espace aérien, tout transporteur éteint.
alors que nous sommes dans le contexte des sanctions suggérées par Paris à la CEDEAO et qui ont eu pour conséquence la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Mali. Dans le même contexte, vous avez donc également des drones qui violaient sans autorisation aucune, ni mandat aucun, l'espace aérien malien pour faire la seule besoin que vous avez convoquée. Vous vous souvenez de cette mise en scène qui a été perpétrée par la soldatesque française du côté de Moura, je pense, où il y a eu des charniers qui ont été découverts et dont la responsabilité a été attribuée à la fois à ce qu'ils appellent des mercenaires, des banners, c'est des instructeurs russes et les FAMA, les forces armées maliennes. Nous sommes là quelques jours après le démantèlement de cette base. Oui. Et je voudrais vous rappeler que les instructeurs russes ainsi que les FAMA ne s'engageaient bien, n'arrivaient pas dans les bases militaires de Barkhane et Ali lorsque ces forces étaient en présence, étaient encore là, mais bien après, parce qu'il fallait rétrocéder ces bases acquis des droits, c'est-à-dire aux forces armées maliennes. Alors, et comme désormais, avec le concours de l'État russe, dans le cadre de la coopération militaire qui lie désormais le Mali, comme dans la plupart des États africains, oui, à la Russie, le Mali a eu, j'allais dire, la lucidité et l'intelligence de s'octroyer, de s'équiper de nouveaux instruments, des instruments qui permettent justement de voir le danger de loin. C'est donc ce matériel de contre-espionnage qui a permis la localisation, l'identification même de ces visiteurs, quelquefois de minuit et quelquefois diurnes. Alors, les services spécialisés du Mali ont donc collecté toutes ces informations et ont donc porté cela à l'espace public international, notamment du côté de l'ONU, pour décrier l'attitude irresponsable, irrévérencieuse, condescendante et méprisante de Paris à travers son armée d'occupation. Comme je vous l'ai dit, c'est une requête qui date de plus de 2 mois déjà. Et je pense que cette requête a été à nouveau formulée lors du dernier Conseil de sécurité qui avait été convoqué par Paris. Et il vous souvient que cette requête a été introduite au moment où Paris assurait la présidence tournante. Bien évidemment, on ne se faisait pas d'illusion que ça puisse aboutir. Exactement. Tout comme on ne peut pas se faire d'illusion que cela puisse aboutir, même dans le contexte où Paris n'a plus la présidence tournante, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un pays africain, il s'agit d'un continent de sauvages qui n'ont pas le droit de parler dans une tribune prestigieuse comme celle de la tribune des Nations Unies. Et la conséquence, c'est que, comme j'ai l'habitude de dire, le monde désormais est témoin de ce que l'ONU est un instrument géopolitique et géostratégique au service des mondialistes, au service de la criminalité internationale, au service des terroristes et des théoriciens du terrorisme. L'ONU, c'est un instrument mondialiste au service des 13 familles que vous connaissez. L'ONU, c'est un instrument au service de la commission trilatérale que vous connaissez, la fameuse commission trilatérale que vous connaissez au travers des chartes, n'est-ce pas, de Toronto, je crois bien. Donc, le protocole de Toronto, il s'agit, l'ONU n'est pas un instrument qui est au service de la justice, de l'équité et de la paix. Parce que si l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, était un instrument géopolitique et géostratégique au service de tous les membres de cette affaire-là, de tous les membres de cette organisation, on ne serait pas en train de faire du 2 poids, 2 mesures en ce qui concerne les questions de souveraineté de chaque État membre.
laquelle problématique de souveraineté constitue un alibi pour beaucoup de membres de cette affaire-là, du moins en ce qui concerne, qui sont dans le club méditerranéen ou bien transatlantique, pour fourguer les armes à l'Ukraine au nom de la défense de sa souveraineté. Laquelle souveraineté on dénie quand il s'agit aux États africains. Donc, je pense qu'il s'agit d'un problème qui a été à nouveau soulevé il y a quelques jours par le patron de la diplomatie malienne au Conseil de sécurité. Vous avez vu le clash, je crois que les documents existent, entre le représentant de la France, l'ambassadeur M. Rivière, à l'ONU, oui, et le diplomate Abdoulaye Diab. Où, même dans ce cadre-là, ils n'ont pas la pudeur d'être un peu, de faire profil bas, mais ils perpétuent le mensonge, la manipulation, la désinformation. Mais j'apprécie le courage et la lucidité d'Abdoulaye Diab qui a justement mis au défi l'ambassadeur, n'est-ce pas, de France de ce côté-là, d'être le porteur, n'est-ce pas, de ces problèmes-là. D'être le porteur du dossier malien. S'ils ont des couilles, comme on a l'habitude de dire chez nous en Afrique, au Cameroun, qu'ils aient dans le courage d'être le porteur de cette requête du Mali. Mais ils ne le feront pas. Parce que c'est un scandale. Deuxième élément de lecture, je voudrais vous dire, et rappeler, parce que vous le savez déjà, la France doit sa présence, sa place de membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU parce qu'elle traîne derrière elle une rente géopolitique constituée de 15 États que vous connaissez et dont elle manipule la monnaie. Je peux vous dire que si Paris est délesté de cette rente géopolitique, on n'en parlera plus. Alors, ce qui donc nous amène et nous suggère de questionner la crédibilité de ce qui était, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une alternative à la paix mondiale, à la paix universelle, c'est-à-dire l'ONU. Est-ce que c'est un truc qui mérite encore sa place au XXIe siècle? En tout cas, en ce qui concerne les Africains, je ne pense pas. Ce qu'ils accordent aux autres, oui, ils le dénient à d'autres États qui sont membres. Très souvent, ils mettent en avant cette charte qu'il faut réformer et qu'il faut d'ailleurs même mettre dans le broyeur à papier parce qu'elle est, je veux dire, surannée, dépassée hors contexte. Et j'assume mon propos. Dès lors que la mission de l'ONU, la mission initiale, est dévoyée, corrompue, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On fait encore dans cette affaire. Donc, pour revenir à la thématique, je pense qu'aujourd'hui, l'ONU est pris dans les taux du double jeu, pour revenir à votre question. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai convoqué un élément majeur, c'est-à-dire que l'ONU n'est plus cette institution au service du droit international et de la justice. Antonio Guterres, qui en est justement le secrétaire général, est-il encore crédible ou joue-t-il au double jeu? Écoutez, Antonio Guterres, c'est un salarié. Donc, son personnage ne m'intéresse pas. Il ne peut pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est peut-être la fonction. Même là, c'est un salarié. C'est un salarié des mondialistes. Des 13 familles? Bien évidemment, c'est un salarié. Au même titre que celui qui est à la Maison Blanche, ce sont les salariés. Donc, c'est un guignol, pour parler, c'est un pantin, voilà, c'est un pantin. Désolé de le dire, dans ces termes un peu plus crus, mais c'est la réalité. Antonio Guterres, c'est un salarié. Donc il est obligé de... Donc il est obligé. La preuve, c'est que là, à l'intérieur, au sein de son institution, l'institution dont il est le secrétaire général, mais vous avez des pratiques de xénophobie, de racisme, oui, anti-noir. Mais ils vous font la promotion du droit humain, n'est-ce pas? Vous pouvez croire quand vous voyez ce genre de pratiques au sein même de l'institution de l'ONU. C'est pas possible. On peut pas croire. Il faut être un malade mental pour continuer à croire à cette histoire-là.
Antonio, son personnel ne nous intéresse pas parce que c'est un salarié. Ce qui nous intéresse, c'est la pertinence, la crédibilité de l'institution qu'on appelle Organisation des Nations Unies. Si tout le monde y est salarié, Albert Anatola ici, finalement, elle sert à quoi cette institution? Sert-elle finalement les intérêts des États-Unis ou alors de ceux qui sont derrière les États-Unis, les 13 familles? Dans le contexte géopolitique, diplomatique, et même des affaires, du business, par exemple, de la manière prosaïque du business, mais c'est celui qui finance qui a la décision, n'est-ce pas? Oui. C'est celui qui finance un business. C'est celui qui donne, qui ordonne. Qui ordonne. Oui. Donc, dans le cas de l'ONU, nous savons qui est le principal pourvoyeur, ce sont les États-Unis. Donc, ils en font ce qu'ils veulent. La preuve, c'est que quelquefois, même, ils passent outre les résolutions de cette affaire-là pour aller pour venir faire la bagarre sur le continent africain. Le cas d'aspect de la Libye là, est éloquent. C'est-à-dire qu'ils ont passé outre Sarkozy, le criminel, n'est-ce pas, et le pédophile en tête, avec Tony Blair et les autres, Hillary Clinton à l'époque, pour ne citer que ces trois-là, ils ont passé outre la résolution de l'ONU. Pourquoi? Parce que vous avez derrière quelqu'un qui finance. Leur objectif en Libye, c'est une parenthèse, ce n'était pas parce qu'il fallait instaurer la démocratie. Nous voyons aujourd'hui la démocratie qui est bien instaurée du côté de la Libye. Comment ce pays-là fonctionne, comme ça fonctionnait avant sa déstabilisation. Nous voyons aujourd'hui comment ce pays, les populations, le peuple libyen a maintenu son standing de vie avant sa déstabilisation, n'est-ce pas? Mais c'est passé en paix des profits. Personne ne dit rien. Mais quand il s'agit d'une guerre qui se passe au port de l'Europe, comme ça se passe en Ukraine, on veut nous les imposer. On veut imposer aux États africains le choix, leur choix, qui n'a rien à voir avec nos intérêts, avec nos choix géopolitiques, géostratégiques. Donc, c'est ça qui est la question. Donc, pour revenir donc à votre question, c'est celui qui donne, qui ordonne. Donc, l'ONU n'est pas un instrument au service de la justice, du droit international, du droit humanitaire international, ou bien, d'une manière générale, de la paix. Puisque, je prends le cas, comme à mon habitude, je vais prendre des cas factuels. Allons au Mali, qui conçut notre thématique ce matin. L'aménagement joue quel rôle de ce côté-là? Et surtout, depuis combien de temps? Pour quel résultat? Quelle était sa position par rapport aux problèmes du Mali, que le Mali met sur la table, c'est-à-dire la violation de sa souveraineté par la France? Quelle était sa posture? Quelle était sa posture par rapport aux mercenaires ivoiriens? Et pas la posture de l'ONU. On a vu que c'était une posture à la fois contradictoire et ambiguë. Revenons à côté de moi, c'est-à-dire en République centrafricaine. La MONUSCO là-bas, ça fait combien d'années? Pour quel résultat? On se propose même encore de renouveler son mandat en décembre prochain. Pour quel résultat? Allons en aide des Congo. Pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas les mêmes missions de maintien de la paix en Ukraine? Il faut bien qu'ils envoient ça là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas envoyer ça de ce côté-là? Parce que justement, du côté de l'Ukraine, il n'y a rien à voler. Il ne peut pas avoir la même arrogance que sur le territoire, que sur le continent africain, notamment en aide du Congo, où ils sont depuis plus de 20 ans. Pour quel résultat? Bien au contraire. Et ce sont des forces de déstabilisation. On est si désolé que très souvent, certains de nos États envoient leurs contingents dans ces machins-là. Mais ce sont des... J'ai dit et j'essaie là-dessus, c'est une forme de déstabilisation au même titre qu'Africom. Comme j'ai dit souvent, c'est un laboratoire de conflit armé de coups d'État. Africom qui est également dirigé, comme par hasard, dont le commandement est dirigé par un Américain, comme par hasard. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour dire que je pense qu'aujourd'hui, la requête des autorités maliennes, oui, par rapport à la violation de l'espace aérien et de la souveraineté de l'État malien, constitue une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, que ces gens, ils sont tous sous les démocrates, ils sont tous sous les hommes de paix. C'est une bande de criminels
Cette saisine auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies aboutira-t-elle pour sortir de cette édition? Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Une fois de plus, dans le contexte du Forum international de Dakar, en filigrane, le ministre Abdoulaye Diop a évoqué à nouveau ce problème. Tout en espérant, et la personne qui devait, de notre point de vue, faire pression pour l'aboutissement de cette plainte, contre la France au Conseil de sécurité, ça devrait être l'Union africaine, dont la présidence est dirigée actuellement par, je crois, Macky Sall, mais ils font profil bas. Et vous connaissez leur position par rapport à la Russie. Vous connaissez leur position par rapport à Paris. C'est-à-dire pendant que nous, les panafricanistes, avec la grande majorité des Africains, lucides, conscients des enjeux, demandons le démantèlement, n'est-ce pas, des bases militaires des forces d'occupation de nos territoires. Macky Sall Ouattara et Bazoum acceptent que ces armées de mercenaires continuent de se balader dans nos villages, dans nos campagnes, violant nos populations. Je pense qu'il s'agit là des éléments qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut intégrer dans le combat. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie d'être enthousiaste, je n'ai pas envie d'être émotif, parce qu'un combattant n'est pas émotif. Notre problème, et c'est un défi que nous lançons à l'ONU pour prouver que pour une fois, elle peut servir à quelque chose, comme un peu l'Union africaine ne sert à rien du tout. Quelle prenne ses responsabilités en acceptant une session spéciale pour débattre de cette question, mais il ne faut pas. Parce que, souvenez-vous, lorsque cette équipée qui a débarqué à Bamako pour justement suggérer aux autorités maliennes de libérer les 46 désormais mercenaires de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, est-ce qu'ils ont fait une déclaration comme d'habitude? Ils n'en ont pas fait. Parce que les preuves qui leur ont été brandies étaient suffisamment éloquentes et lourdes à charge pour qu'ils puissent pérorer comme ils en ont l'habitude. Mais ils l'ont bouclé. Donc, nous sommes dans la même danse. Puisque j'ai l'habitude de vous le dire, Steve Longo, les mondialistes ne se trouvent pas que chez eux. Vous avez également sur le sol africain, et on vous comprend parfaitement, Albert Alain Tolaï. Nous avons les mondialistes à la peau noire chez nous, qui sont à la tête de nos États, quelquefois à la tête de nos armées. Pour faire quoi? S'ils nous ont trahis hier, ils nous trahiront encore aujourd'hui. Mais sauf que hier, nous étions dans les années 40, 50, 60, 70, peut-être 80, mais nous sommes dans les années 22, c'est-à-dire au 21e siècle, et la génération d'aujourd'hui est plus que déterminée à ne plus vivre justement les crimes que ses ancêtres ont vécus. Merci à vous, Albert Alatola, ici d'avoir été des nôtres ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Avant justement de vous séparer, quelqu'un m'a dit un jour, s'il te faut supporter des injustices, console-toi. La véritable tristesse, c'est de commettre des injustices. Bonne journée à toutes et à tous.